Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République a signé le 29 mai dernier une ordonnance qui acte l'ajustement budgétaire du Cameroun en 2019. Le budget subira ainsi une hausse de 361 milliards et demi de francs CFA. Et l'analyse de cette révision laisse voir que des économies seront réalisées dans plusieurs portefeuilles comme celui de la masse salariale de l'État. Pour certains, c'est le résultat des mesures de rigueur budgétaire et d'optimisation des recouvrements fiscaux imposées par le ministre des Finances, Paul Mutaze. Pour d'autres, cette correction traduit le tâtonnement du gouvernement sous pression des institutions financières internationales. Il faut se rappeler qu'il y a quelque temps, dans une revue sur la dépense publique au Cameroun, la Banque mondiale soulevait déjà l'indiscipline budgétaire du Cameroun. Le Cameroun est-il un État dépensier ? La question est d'autant plus préoccupante que le dit rapport fait observer que des projets infrastructurels tels que le barrage hydroélectrique de Memvele, l'autoroute Douala-Yaoundé ou encore les logements sociaux coûtent 2 à 6 fois plus cher que dans d'autres pays. On vient d'apprendre que l'État pourrait également injecter dans les semaines à venir quelques 6 milliards de francs CFA dans Camerco qui peine toujours à décoller depuis son lancement en mars 2011. Le Cameroun jette de l'argent par la fenêtre. Quelles sont les priorités aujourd'hui en matière de dépenses publiques ? Quelle politique budgétaire devrait permettre au Cameroun aujourd'hui, dans un contexte économique ou un contexte sociopolitique assez confus, de pouvoir se remettre sur le chemin selon la vision 2035 considérée comme la boussole économique. Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 débat. Merci Madame, Messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débat ce soir, David Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et surtout joyeuses fêtes à tous les compatriotes musulmans qui fêtent la fin du Ramadan ce jour. Merci David Kenyé d'être venu. Vous êtes expert financier, vous vous intéressez beaucoup aux questions des microfinances entre autres, en tout cas des banques de façon globale. Merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. J'introduis également le docteur Georges Edimo Mongori. Bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Voilà, j'aime bien vous présenter comme enseignant, puisqu'il faut préciser que pendant plusieurs années, vous avez été enseignant dans plusieurs grandes écoles, notamment l'ESSEC ici à Douala et beaucoup d'autres structures. Et en ce moment, je crois qu'il y a également des ouvrages qui sont en préparation. On pourrait avoir une exclusivité dans quelques jours. Absolument. Merci infiniment d'être venu, docteur Mongori. J'introduis également sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Alors, j'indique que vous êtes homme politique, que vous êtes cadre du Social Democratic Front et précisément ministre de la communication et chef de cabinet. Et vous êtes par ailleurs maire adjoint au maire de Douala 2e et très intéressé par des questions économiques également. Merci d'être venu. C'est moi. Samuel Dieudonné-Motte, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Voilà, vous êtes en politique et vous êtes également au RDPC, c'est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de section RDPC. Oui, bien sûr, dans le camp sud-est. Camp sud-est. Chef Et de voilà, et bien évidemment, j'aime ajouter que vous êtes expert comptable de formation et donc très intéressé par les questions des chiffres. On peut dire ça comme ça? Non, pas de problème. Ça a toujours été le débat entre vous et moi. Nous ne sommes pas des gens de chiffres, effectivement. Nous, il se passe effectivement que dans notre métier, il nous arrive souvent de manipuler des chiffres, mais nous sommes des gens de synthèse. Vous avez la parole et vous la gardez, Dieudonné Samuel Motte. Vous avez certainement entendu parler ces jours-ci de cette polémique autour de la décision que pourrait prendre l'État dans quelques semaines de mobiliser un certain nombre de moyens financiers en faveur de Camerco. C'est une structure qui est sur la sellette depuis quelques jours maintenant avec l'arrivée du nouveau management. On parle donc de quelques 6 milliards de francs CFA qui pourraient être injectés dans cette structure-là, une structure qui peine à démarrer depuis son lancement en 2011. Et la polémique, justement, vient du fait qu'on se demande si c'est le meilleur choix de continuer à perfuser cette entreprise qui a du mal
a démarré. Est-ce que l'État n'est pas en train d'opérer un mauvais choix? Est-ce que l'État ne jette pas de l'argent par la fenêtre en continuant à injecter de l'argent dans cette structure? C'est un exemple, Camerco. Oui, pour tout vous dire, je suis, si vous voulez parler de manière spécifique sur les 6 milliards, je suis réservé pour le moment. Je suis réservé pour le moment parce que lorsque on commence un projet comme celui-là, on fait nécessairement un budget plan un business plan à la base. Et ce business plan, c'est généralement 2 volets. Vous avez d'un côté les besoins qui doivent être financés dans le cadre du démarrage de ce projet et également de son développement, mais vous avez également de l'autre côté l'ensemble des ressources. Les deux doivent être absolument en adéquation. S'ils ne sont pas en adéquation absolue, ça peut mettre à mal le développement lui-même du projet. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut interroger la vision, l'objectif défini au départ. Oui, non, mais l'objectif est louable. L'objectif est louable qui consiste à dire, même si là également, il y a une certaine polémique qui peut naître là du fait que c'est l'État qui conduit le projet. Non, je pense qu'il y a quand même un besoin au Cameroun et dans la sous-région, un besoin d'avoir des compagnies nationales. Maintenant, comment est-ce qu'on mélange le projet? Tout le problème se trouve à ce niveau. Et quand vous parlez de l'adéquation, il vaut mieux que lorsque vous avez commencé, vous avez fait votre business plan, il faut que vous soyez serré là-dessus et vous ayez votre regard rivé là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a dit, par exemple, d'apporter à la base 6 avions, et que ce sont ces 6 avions-là qui déterminent votre prospérité future, vous ne venez pas avec 2 avions, en disant on va commencer par là. Parce que lorsque vous avez commencé à désarticuler déjà les ressources dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous sécrétez derrière? Ce n'est pas de la richesse, vous sécrétez des besoins de financement supplémentaires. Et dans le cadre de la CAMER tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on apporte 6 milliards, pourquoi? On n'a pas 6 milliards parce qu'on a perdu beaucoup d'argent entre-temps. Oui, sur les explications qui sont données par les analystes, cet argent devrait permettre d'éponger rapidement une dette, par exemple, vis-à-vis d'Ethiopian Airlines, qui est peut-être un partenaire technique. Il y a peut-être des équipages qui sont en formation pour des aéronefs qu'on doit acquérir et beaucoup d'autres éléments. Enfin, je veux dire que c'est des situations. Mais quand vous dites, si vous prenez seulement cet aspect-là de payer la dette d'Ethiopian, quand vous créez une entreprise, c'est l'exploitation qui finance l'exploitation. Donc, quand on arrive à vous dire on va vous rallonger de l'argent pour que vous puissiez payer un de vos créateurs, ça veut dire que plus ou moins vous avez failli à cette mission-là qui est de sécréter la richesse à l'intérieur de la société. Et donc, dans ce cadre-là, sincèrement, je pense tout simplement, si on fait une étude aujourd'hui qui commence à dire, sur la base du nouveau financement que l'on va apporter, on va essayer de rééquilibrer les choses, ce serait peut-être bien qu'on le fasse. Mais j'ai comme l'impression qu'à partir du moment où là, on risque de rentrer dans une spirale qui est celle que nous avons connue avant, celle de Camer et Cameroun et là également. C'est-à-dire que là, quand vous avez commencé à perdre de l'argent, la perte appelle la perte. Si on ne s'assoit pas et qu'on dise, on fait l'état de lieu et qu'on sache que le potentiel de la société, quel est l'effort supplémentaire financier qu'il faut faire, ça ne sert à rien de mettre de l'argent dedans. Alors, Jean-Aubin Ouafo, il faut rappeler que cette compagnie nationale, on prend le cas de Camerco parce que c'est l'exemple le plus récent qui nous amène à interroger la qualité de la dépense publique au Cameroun. Il faut rappeler que lorsque le président de la République crée cette compagnie en 2006, il lui a assigné un certain nombre de titres. Il y a des éléments assez clairs, des indications précises sur comment devrait fonctionner cette structure-là. En 2011, effectivement, en mars 2011, il y a ce vol inaugural qui lance la structure. Et lorsqu'on parcourt les documents, on se rend compte qu'un an après, en 2012, il y a des objectifs qui sont indiqués, à savoir l'acquisition de quelques aéronefs, notamment, je crois, entre autres, 2 Dreamliner, enfin 237, qui devraient coûter dans les 429 millions d'euros, entre autres. Mais on se rend compte qu'en 2015, alors que les avions devaient être entrés en exploitation, eh bien, il n'y a pratiquement toujours rien. D'où peut-être le plan de redressement qui est proposé par Boeing Consulting en 2016 et approuvé par le chef de l'État et qui donne une nouvelle orientation par rapport à cette affaire-là. 2016, 2019 aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment que les mesures qui avaient été prises, qu'on peut considérer comme les mesures correctives, ont permis effectivement à cette structure-là, au moment où on dit qu'il faut mettre encore des milliards de francs CFA, est-ce que ce n'est pas la preuve que l'État dépense pour rien? Non, mais écoutez, il va sans dire que le projet était bancal dès le départ. Il faut le dire clairement aux Camerounais. Je lisais, je crois que c'était hier ou avant-hier, le gouvernement nigérian a entrepris de créer une compagnie aérienne, donc Nigeria Airways. Le montant posé dès le départ, c'est 80 milliards de francs CFA.
Les 80 milliards de francs CFA devaient servir d'études, devaient également permettre, n'est-ce pas, aux personnes en charge, n'est-ce pas, de lancer cette entreprise, de contacter les investisseurs. Cette entreprise devait démarrer, n'est-ce pas, avec pour objectif, n'est-ce pas, dès le départ, c'est-à-dire quelques 2-3 ans après, d'atteindre une flotte de 30 avions qui devaient desservir 80 destinations. Alors, écoutez, quand vous parlez donc de 6 milliards de francs CFA, c'est pour faire quoi? Quand on tient compte également du passif, c'est pour faire quoi? C'est un peu comme si quelqu'un vous demande, on vous dit, OK, pour démarrer une activité, je peux commencer avec 1 million de francs CFA, et vous venez donc lui dire, OK, j'avance 50 000 francs CFA, qu'est-ce qu'il va faire avec? Le problème, c'est là. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que les gens débloquent par coup, parce que là-dedans, ça va leur permettre, n'est-ce pas, de faire une pression, de mettre une pression pour avoir des retours commission. Et après, ce qu'ils vont présenter aux gens, ce sera que c'est le DG qui gère mal. Mais écoutez, nous sommes déjà au 7e ou 8e DG. 8e DG. Non, 6e en l'espace de 8 ans. Bon, tellement on les change que on ne sait même plus combien sont donc passés par là. Bon, mais écoutez, la dernière en date est révélateur de ce que le problème, c'est pas au niveau du directeur général. Parce que celui qui a été nommé, c'est qui? C'est le PCA qui donnait quitus, n'est-ce pas, à la gestion du directeur général. Donc, on ne peut pas dire... C'est-à-dire que c'est la preuve que ce n'est pas l'incompétence du directeur général, du moins le dernier, qui est mise en cause, mais c'est plutôt une question, n'est-ce pas, de fond. Et la question de fond, c'est de mettre des moyens en amont. Il ne faut pas injecter de l'argent par à coup. Parce que si vous le faites, on n'ira nulle part. Et puis, il y a aussi le capital de Cameco. L'État est actionnaire à 100%. Mais bon Dieu, vous avez vu ça où? Et avec ce passif-là, l'État mettra ça, donc va mettre ça aussi en bourse, que personne ne viendra du fait du passif. Donc je dis une chose, c'est quoi? C'est que nous devons faire, c'est-à-dire que l'État du Cameroun doit choisir, doit faire un choix résolu, c'est-à-dire que mettre suffisamment donc de moyens pour effectivement que l'entreprise décolle. Et puis, et là je vais chuter, n'est-ce pas, par là, Cameco a fait le choix d'être une compagnie de réseau. À l'heure où on parle, regardez un peu comment Cameco fonctionne, le nombre d'avions. C'est des avions différents. On a parlé de MA60. Il y a deux MA60 qui ont coûté officiellement 34 milliards de francs CFA. Et puis il y a même eu un cadeau, si je peux donc m'exprimer ainsi. Et alors que le prix sur le marché, c'était de 5 milliards de francs CFA. C'est vous dire donc les retours commission. Mais quand vous regardez, quand on choisit d'être une compagnie donc de réseau, on commence avec 4 ou 5 avions, avec 4 qui volent, et puis un qui est là en attente, n'est-ce pas, au cas où. Mais nous avons des avions donc différents au point où, s'il y a un qui tombe en panne, bon, on est obligé donc d'attendre, ça fait un avion en moins. Alors, Dr. Dimo, justement, parlant de ces questions financières qui doivent être, peut-être, qui sont considérées comme étant le principal problème de cette structure-là, il faut peut-être rappeler qu'en mai 2016, on indiquait que la dette de cette structure se chiffrait à environ 35 milliards de francs CFA, dont 20 millions dus aux institutionnels, Camtel, ADC, entre autres, et puis l'autre partie aux fournisseurs. Est-ce que cela ne montre pas qu'effectivement, le problème de cette structure, c'est la recapitalisation? Et si le problème, c'est la recapitalisation, est-ce que, en injectant, comme cela est le cas, parce que ce n'est pas la première fois qu'on décide d'injecter de l'argent dans cette structure-là, est-ce qu'on continue à injecter sous cette formule-là, sans peut-être changer la forme juridique de l'État, comme semble le proposer Jean-Robert Wafo? Est-ce qu'on ne va pas continuer à jeter de l'argent par la fenêtre? Visiblement, il y a beaucoup de risques qu'on retombe au point de départ. Il y a beaucoup de risques, c'est vrai. Moi, je considère qu'il faut continuer à soutenir cette compagnie. Pas parce qu'il faut la soutenir, mais parce que surtout, ce marché est extrêmement florissant. L'Afrique compte pour 5% du PIB de l'industrie aérienne aujourd'hui et devrait compter pour 30%
d'ici 2030, ça veut dire que il faut vraiment rentrer dans le marché. Mais comment rentrer dans le marché? C'est ça la question. Avec 6 milliards, je ne pense pas. Avec 20 milliards non plus. Il faut vraiment beaucoup d'argent. Il faut une stratégie. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut nécessairement aller sur les longs courriers. Je suis plutôt pour ceux qui pensent qu'il faut commencer par l'interne, parce que les besoins sont ici. Et là, je rejoins monsieur le maire en disant que c'est mieux de ne pas trop se diversifier dans les aéronefs. Quand on veut faire sous-région, qu'on fasse d'abord sous-région, quelques années. Aujourd'hui, les réacteurs consomment de moins en moins, donc c'est beaucoup plus rentable pour nous de travailler dans la sous-région d'abord. Vous pouvez réclamer des voyages, Douala-Yaoundé, même pour 10 000 francs, normalement ça doit fonctionner. Parce que les aéronefs aujourd'hui sont configurés de manière beaucoup plus économique. Sur cet aspect-là, le plan de relance qui avait été proposé en 2016 par Boeing Consulting, dit-on, prévoyait l'enrichissement de la flotte qui devait passer de 6 à 9 à 14 aéronefs, parce qu'il y avait 9 nouveaux avions qui devaient entrer qui devaient être opérationnels. Et puis, il y a une partie d'argent que l'État devait injecter pour essayer de faire remonter la structure avec l'accompagnement stratégique et technique de Boeing, entre autres. Ça veut dire qu'il y a un plan, en réalité, qui devrait permettre de réorienter. Alors, le problème, non, c'est quoi? Parce que vous semblez indiquer qu'il faut garder la structure, cette compagnie, mais qu'il faut peut-être une nouvelle orientation stratégique. Ils ont toujours pensé qu'il fallait réorienter la stratégie, mais on n'a pas l'impression que ça a été fait jusqu'ici. C'est pour cela que je reviens sur ce qui me semble être essentiel. Ce n'est pas de faire tout, mais de faire peu, mais bien, avec les peu de moyens qu'on a, et de se donner un planning sur 5 ans pour gagner des marchés plus importants, parce qu'on a maîtrisé déjà la sous-région. Je pense qu'il faut rester un peu modeste, et il faut également regarder ce que font les grands quand même. Les grands, c'est Ethiopian, qui est quand même une société de taille, ça c'est surprenant, comme la Camerco, mais qui a réalisé vraiment ce qu'on n'attendait jamais d'une société d'État africain, qui aujourd'hui... c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la forme juridique de l'État qui fait de la structure qui, de votre point de vue, fait polémique, en réalité n'a pas sa raison d'être, parce que de plus en plus, les gens parlent d'ouvrir le capital, de transformer en une société à capital d'économie mixte. Ça peut avoir un impact, mais ça peut aussi ne pas avoir. Dans le cas d'Ethiopian Airlines, on sait très bien que c'est une société d'État, mais l'État ne met pas son petit doigt là-dedans. Ce sera possible au Cameroun, je ne sais pas. C'est ça la question. Alors, David Kenyé, il n'y a pas que Camerco, on a pris juste en termes d'illustration. Il y a également une grosse polémique au sujet de l'affaire Mida, que les gens ont considéré comme une autre opération pour laquelle en réalité on ne comprenait pas pourquoi l'État mettait de l'argent. Je crois qu'on a eu, le président de la République a ordonné le déblocage d'environ 1 milliard de francs CFA pour apporter un soutien et faire rembourser un certain nombre de personnes qui avaient souscrit à ces opérations-là. Oui, si tu permets, je peux dire un mot par rapport à la caméra. Voilà, donc, tout en souscrivant entièrement aux contributions des présidents orateurs, je voudrais déjà constater que la Cameroun est un gouffre à sous. Je crois que le rapport du ministre des Finances même l'a relevé. En 2017, moins 17 milliards de déficit. Dans 2014, 17 milliards de déficit. 2015, 10 milliards de déficit. C'est beaucoup. Et le problème aujourd'hui, ce n'est pas la capitalisation, à mon avis. Le problème, c'est un problème de choix stratégique. La Cameco s'engage sur un marché où il ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. C'est ça.
Je prends un exemple simple. La Cameco, c'est un peu comme un université de prestige pour l'État camerounais. Alors que le retour, c'est le revers. Tenez par exemple, quand vous allez le vol Douala-Paris, j'ai eu l'occasion de faire Douala-Paris 4 fois au cours d'une année avec Cameco. Je peux vous assurer, la seule fois où on a eu 50 passagers, c'était au 31 décembre. Voilà. Alors que la même année, j'ai pris Air France pour aller à Luxembourg. C'était plein. Alors, quand je me suis interrogé, qu'est-ce qui se passe? Quand je prends Air France, je paie le billet de Douala, Luxembourg. Air France me prend, me dépose à Charles de Gaulle. C'est Air Luxembourg qui me prend pour m'amener à Luxembourg. Alors, Cameco peut prendre ce modèle économique, se spécialiser dans les vols internes et les vols sous-régionaux, signer des accords avec ces grandes compagnies, Air France, Lufthansa et autres, vous amenez les passagers qui atterrissent au Cameroun et je les dépose dans les différents pays, Gabon, ainsi de suite. Je crois qu'avec ce modèle, on n'aura pas à se casser la tête. Mais si on veut s'entêter à vouloir faire plaisir aux amis chefs d'État, desservir le Dakar, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, on ne pourra pas tenir, à moins que ceux qui adoptent cette approche aient des arrière-pensées. Ils ont des intérêts cachés. Et quand des intérêts sont cachés, on est plein de management. Non, mais ça ne peut pas fonctionner, monsieur Kenny. Je ne vous coupe pas la parole. Parce que quand vous avez une compagnie aérienne, les premiers clients doivent être ceux qui nous dirigent, ceux qui vous dirigent. Mais alors, quand vous êtes Camerounais et que vous vous rendez compte que vous avez des ministres qui, quand ils vont en mission, préfèrent plutôt prendre d'autres compagnies aériennes, mais pourquoi voulez-vous que moi, le citoyen lambda, si j'ai un peu de moyens, que je prenne de la compagnie nationale? Non, mais il y a un problème. Non, ça peut être c'est de ça que on a vu un ministre des Transports, mais si, on a vu des ministres, il ne faut pas nier cela, monsieur Motte. Je parlais que vous n'avez même jamais pris Cameco, parce que non, mais je parle. C'est David Kenny qui a parlé des vols, donc d'autres compagnies. Maintenant, pour revenir à Mida, pour revenir à Mida, je dois dire que vraiment, ce que l'État camerounais, ce que le gouvernement a décidé de faire, procéder au remboursement, contribuer au remboursement de près d'1 milliard de francs au souscripteur Mida sur les fonds publics, pour moi c'est une catastrophe. Ça, c'est encourager la délinquance financière. Parce que tenez-vous par exemple, tous les souscripteurs de Mida étaient conscients que c'était des affaires foireuses. Parce que tu vas dans un état de microfinance ou une banque, on te fait une offre de taux d'intérêt de 5% l'an. Tu fais des dépôts. Quelqu'un vient te dire, tu ouvres un compte chez moi, tu fais un dépôt, tu as 600% par semaine. Tu vas... Par semaine. Par semaine. C'est bien 600% par semaine. Et l'État a laissé faire. Donc tu as 60, tu ouvres un compte pour 12 500. En fin de semaine, tu as 70 000. Tu as 600%. Alors, le gars va à la banque microfinance. J'ai eu un cas où le gars il avait fait un dépôt de 2 500 000 dans un EMF à 5%. Quand on a commencé à lui moralité des 600%, il a d'abord retiré 300 000. Il a déposé. À la fin de la semaine, il a donné 600%. Il allait vider le reste. Il est venu donner. 4 mois après, on a fermé. Donc, je veux dire que ce sont des joueurs de Jambo. C'est des parieurs. Et quand on parie, vous avez perdu. Vous avez perdu. Ce n'est pas de leur faute. Non, s'il vous plaît. Désolé. Ils ont perdu. Et je ne comprends pas pourquoi ils peuvent perdre de l'argent. Ils ont engagé à jouer à la loterie, ils perdent l'argent. Et l'État doit puiser dans les fonds publics, dans les impôts des Camerounais pour leur rembourser. Vous voyez, moi je sors de l'Orpom. Je suis sorti de chez moi, j'ai pris la moto, alors que j'ai un véhicule, pour aller au Carrefour, prendre un taxi, venir ici. Parce que, après la petite pluie là, il y a un très grand lac. Il faut peut-être 500 millions de francs pour mettre la zone. On a plus de 2000 personnes qui habitent là. 500 millions de francs pour mettre là. On sort 1 milliard de francs pour rembourser les délinquants financiers
des joueurs de Djambo. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, Samuel Djedemout, peut-être que pour comprendre l'acte du chef d'État, il faut aller chercher peut-être dans le contexte socio-politique. Quels sont les éléments qui, de votre point de vue, peuvent justifier ou expliquer la mesure du président de la République? Le jour où Jean-Robert Wafo serait à mesure de discuter froidement, sans toutefois faire des interférences politiques, réveillez-moi, peut-être que c'est dans un profond sommeil. Non, mais il faut parfois de l'humour. Attendez. Et c'est donc ce que vous êtes en train de faire. Bon. Oui, non, mais pourquoi je peux également avoir un ton humoristique? L'humour donne la santé parfois. Attendez. Ce que M. Kenya dit tout à l'heure est totalement valable. Je veux tout simplement pondérer. Premièrement, vous avez vu juste, la paix sociale également, on peut l'acheter. La paix sociale, on peut l'acheter. Et quand le chef de l'État vous dit, je suis un mendiant de la paix, ce n'est pas un vain mot. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque également, est-ce que vous avez compris qu'on a dit qu'on est en train de les rembourser? Peut-être qu'on est en train de les rembourser, vous ne connaissez pas l'état de la comptabilité de MIDA au moment où il y a cessation d'activité. Donc, ça demande également qu'on fasse un état de lieu. Et c'est une occasion pour moi de dire effectivement, lorsque vous avez fait un dépôt de 100 000 francs quelque part, et qu'on vous a promis des intérêts de 50%, c'est-à-dire que vous avez touché 50 000 francs, on doit faire l'état de lieu pour pouvoir dire raisonnablement, vous serez attendu à un taux de rémunération de 5%, comme c'est de coutume dans les microfinances. Vous avez eu un encaissement qui est un grand surplus par rapport au montant attendu. On devait le défalquer. Vous devez constater que vous avez été partiellement remboursé. Donc ça demande de faire un état de lieu au départ. Mais je voulais également, puisqu'il remet cette histoire-là, chaque fois c'est le gouvernement qui est responsable de tout, lui, qui devait faire l'information, l'éducation et la communication, parce que c'est un leader d'opinion, il se débine chaque fois de son rôle. Nous sommes là, en face, effectivement, d'une escroquerie organisée. Madoff en est une illustration. Avant lui, Pondi également était une illustration. Et là, on est bien dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés camerounaises. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a commencé à faire du trafic quelque part, avant effectivement que l'affaire ne remonte en surface, peut-être il peut avoir trompé pendant 2 ou 3 ans un certain nombre de personnes. Madoff, ça a duré des décennies. C'est bien après qu'on a découvert le poteau rose. Et donc là, effectivement, c'est l'éducation, c'est l'information, c'est la communication qui va faire que les gens ne puissent pas tomber dans ce travers. Deuxième chose, pour rejoindre à peu près à ce qu'il disait, il y a Rukoncourt, qui est également un grand escroc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il dit, très souvent, il pique l'argent à une catégorie de personnes, à une catégorie de personnes qui répond à 2 critères. Premièrement, c'est avoir de l'argent. Deuxièmement, c'est la cupidité. C'est-à-dire que vous avez beau expliquer à ces gens-là que de toutes les façons, vous êtes en train de rentrer dans un piège, la cupidité voudrait qu'ils pensent que comme ils veulent absolument devenir riches rapidement, ils vont y aller. Et donc, la responsabilité également du citoyen en matière de formation est également nécessaire avant que le gouvernement n'intervienne, parce que là, c'est une affaire qui a duré des mois, peut-être des années. Si vous n'êtes pas suffisamment éveillé, il y a également des petits, ce que nous avons tendance à porter en éloge ces derniers temps d'ailleurs qu'on appelle les FEMAN, qui peut également venir vous escroquer. Attendez, vous me donnez l'occasion de mettre sur table quelque chose qui mine également la société camerounaise, la vente pyramidale. Vous avez beau dire aux gens qui viennent vous voir pour vous dire que je vous vends aloe vera, oignons et consorts, en disant que vous êtes là en situation de vous faire arnaquer, mais très peu vous suivent. Hein. Le jour où ce truc-là également va éclater, on va dire, ah mais le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela. J'ai des proches qui sont rentrés dans ces réseaux-là, comme acquis aujourd'hui en disant la vente des réseaux. C'est la vente pyramidale qui est interdite sur d'autres cieux. En France, vous ne faites pas la vente pyramidale parce qu'elle est basée foncièrement sur l'escroquerie. Et donc, vous avez beau sensibiliser les gens en disant n'allez pas dans ce secteur-là parce que si vous n'êtes pas escroqué, vous allez escroquer vos voisins parce que ce truc-là se faisant en pyramide. La plupart des gens, généralement, que vous avez confié, c'est les membres de famille à qui vous allez prendre un peu de continuer à faire. Il faut continuer à le faire. Donc, c'est une occasion pour moi pour pouvoir dire, sachant de ces mécanismes-là que les gens montent aujourd'hui dans la société pour pouvoir s'enrichir, nous devons être en éveil pour que ça ne se reproduise pas. Est-ce qu'on peut considérer cette affaire MIDA et puis le mouvement financier opéré ou décidé par le chef d'État comme une sorte de dépense inutile pour l'État du Cameroun? Tout d'abord, je tiens à préciser une chose. C'est vrai que ceux qui se sont précipités dans l'affaire MIDA l'ont peut-être fait par ignorance ou alors peut-être par pas de gain, mais il appartient à l'État
Ça dans un pays qui se respecte. Parce que quand on prend l'exemple, quand on fait une comparaison avec l'affaire Madoff s'est passée en entreprise. Mais Mida, c'était une entreprise. Qu'est-ce que vous appelez l'entreprise, M. Wafo? Écoutez, je n'ai pas fini. Les actions se prenaient en catimini. Mais écoutez, mais l'affaire Mida, les gens affluaient. Tout le monde le savait. Les réseaux sociaux en avaient fait cas. Même la CRTV, le gouvernement a fait la campagne de promotion de la CRTV. Mais écoutez, il appartenait à l'État, c'est-à-dire à ceux qui nous gouvernent, de voir un peu plus clair dans cette affaire. Comment peut-on proposer un taux d'intérêt de 50%? Je parle de 600% par semaine. 600%, bon, voilà, 600% par semaine, alors que la norme en vigueur est de 5% dans les établissements de l'année. Mais l'État doit se réveiller, ce n'est pas le particulier. Mais sinon, pourquoi donc on paye des impôts? Pourquoi donc on paye ceux qui nous gouvernent? Ils sont donc là pourquoi? S'ils ne sont pas en mesure de protéger les biens des personnes. Parce que c'est aussi un devoir constitutionnel de l'État de protéger les biens et les personnes. Les biens. Mais si l'État ne fait pas bon, mais maintenant, si l'État ne fait pas exclusivement accuser ceux qui sont allés déposer de l'argent en cette période de paupérisation. Et puis, je vais revenir, n'est-ce pas, Monsieur Robert Wafo, vous me permettez, l'argent qu'on injecte, je prends l'exemple. Vous-même, en tant qu'individu, en tant que leader d'opinion, vous étiez au courant d'une manœuvre comme celle-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'étais pas au courant de cette manœuvre. Le gouvernement j'étais pas au courant que le gouvernement a des moyens. Le gouvernement a des moyens. Les services de renseignement sont là. Bon, c'est vrai que les services de renseignement sont très actifs quand il s'agit d'aller débusquer un opposant qui veut faire une marche, même quand il est caché, je ne sais pas, c'est dans une chambrette. Vous êtes très fort là-dedans. Mais je dis ceci, les services de renseignement sont là, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour alerter et tout. Parlant toujours de ce que le gouvernement injecte, il y a aussi la CAMER. J'ai oublié une chose, parce que l'argent qu'on dépose depuis à la CAMER, et puis dans plusieurs entreprises publiques, mais écoutez, notamment la CAMER, mais la CAMER, comme il a dit, c'est un gouffre à sous. Mais sauf qu'au niveau de la CAMER, n'est-ce pas, on subventionne les riches avec l'argent des pauvres. Il faut le dire, parce que l'argent qu'on injecte là-bas, les 6 milliards de francs dont vous avez fait cas, mais c'est 6 milliards de francs d'impôts et taxes payées par le commerçant lambda, par le boutiquier lambda, par l'employé lambda à travers les impôts. Mais oui, mais c'est pour faire quoi? Parce qu'on regarde la CAMER, même si vous remplissez la CAMER aujourd'hui, même si la CAMER, les avions qui sont là, ont taux de remplissage de 100%, avec les prix qui sont pratiqués, et le nombre d'avions, la CAMER va tourner à perte. Il faut le dire aux Camerounais. Vous avez compris? Parce que la CAMER a choisi de faire, n'est-ce pas, de faire une compagnie de réseau. C'est-à-dire que la CAMER continuera à perdre. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Donc, avec cet argent, et je dis, parce que je suis viscéralement attaché, n'est-ce pas, aux valeurs républicaines et sociales, avec cet argent, par exemple, puisque l'État refuse, n'est-ce pas, en attendant que l'État, n'est-ce pas, injecte de fortes sommes, comme je l'ai dit tantôt, donc des dizaines de milliards de francs CFA, d'un coup, avec cet argent qu'on fait, n'est-ce pas, un bilan, on aurait pu, avec ce qu'on a injecté à la CAMER, faire déjà l'axe lourd, donc une autoroute Douala-Yaoundé. On aurait pu déjà faire bitumer l'axe Yokadouma, Bertois, Larin-Roud, Babadjou, Bamenda et tout. Mais si on ne le fait pas, écoutez, vous avez mis de l'argent là-bas, et il faut le dire aux Camerounais, Monsieur Duval-Kangwa, vous injectez à dose homéopathique parce que ça vous permet de voler de l'argent. Vous l'avez dit. Ce n'est pas les directeurs généraux qui sont des problèmes. Ce n'est pas les directeurs généraux qui sont des problèmes, mais c'est le leadership qui est au sommet de l'État. Et c'est vous qui ne voulez pas que Cameco décolle. Parce que l'argent ne manque pas. C'est tout simplement de détourner et puis tout ira pour le mieux. Docteur Yongori, quelles sont les leçons qu'il faut tirer de cette affaire Mida précisément pour ce qui concerne le fonctionnement de l'État? Puisqu'on parle de l'État qui dépense de l'argent. Dans cette affaire Mida, quelles sont les leçons qu'il faut tirer au niveau de l'État? En attendant, bien évidemment, que chaque citoyen puisse se faire sa propre religion au regard des écarts et surtout des conséquences néfastes que les uns et les autres ont subies. Oui, on peut tirer beaucoup de leçons, mais il faut déjà dire que en fait, l'affaire est beaucoup plus difficile à démêler. Parfois, on a l'impression que l'État lui-même arrive seulement en retard, parce que en fait, l'État n'est pas le seul intervenant dans ce genre de procédure. Il y a la COBAC qui peut avoir donné l'aval et toute la bénédiction. C'est possible.
Moi, j'ai vécu une affaire de ce type. C'est possible. Hein? J'ai vécu une affaire. Non, J'ai vécu une affaire de ce type en direct. Vous croyez que le en 1999, avec la Leadership Academy. Très bien, je voulais en parler. C'est bien d'en parler, allez-y. Et en effet, c'est moi qui avais arrêté cette histoire à un moment donné. La COBAC était partisante. Les conseillers économiques du ministère économique étaient partisans. À un moment donné, il s'est trouvé que l'Allemand avec qui je travaillais, on dirigeait l'histoire en Allemagne, plutôt à Yaoundé, me révèle que, écoute, en fait, il avait détourné un peu d'argent et les supérieurs ont décidé de le garder un tout petit peu. Il me dit, mais ça, c'est pas possible. On me garde. Alors que nous faisons la même chose depuis des années sous d'autres cieux. Je dis, ah bon, c'est ce que vous faites? Il me dit, mais je ne t'ai jamais dit. Mais c'est ce que nous faisons. Ah, c'est ce que vous faites? C'est là où j'écris à la présidence de la République. Je co-signe avec quelqu'un. J'ai dit, écoutez, moi je suis un petit enseignant, je ne veux pas être entraîné dans des opérations de tel. À l'époque, j'appelle le procureur général Ngaleyoum, Bobo Osmanou et le général Mpaye qui avait d'ailleurs des intérêts, quelques actions là-dedans. Je leur dis, écoutez, moi je ne suis plus de cette histoire. C'est comme ça que progressivement ça s'arrête. Donc l'État lui-même, dans ce genre de dispositif, peut être mis hors jeu. Parce qu'il y a d'autres institutions qui ont donné la bénédiction et l'État se dit que c'est pas ma mission de contrôler, les autres l'ont fait. Donc, c'est à la fin, lorsque les gens n'ont plus que leurs yeux à pleurer, que l'État ressort pour dire autrement dit, on se serait retrouvé dans une situation beaucoup plus complexe. Plus complexe. Mais dans le cas de Leadership Academy, on est arrivé à 9 milliards qui se sont évaporés. Alors, en attendant que... Non, je voulais prendre la parole tout à l'heure sur cette question. Je voudrais, parce que tout à l'heure, il semblait ne pas être d'accord avec le docteur Idimo sur ce qu'on peut considérer comme une complicité passive de la COBAC, la Commission bancaire d'Afrique centrale. Autant j'ai décrié, j'ai dénoncé le fait qu'on utilise l'argent de contribuables camerounais pour dédommager les souscripteurs délinquants, autant je dois être clair. MIDA n'était pas une entreprise de microfinance, ni une banque, ni un institut financier agréé. Donc, le ministère en charge du crédit, le ministère des Finances, n'a rien à voir avec. La commission bancaire n'a rien à voir avec. Et je vais vous dire, MIDA, c'est le cas que vous avez vu. À côté, je suis quand même spécial du secteur. À côté de MIDA, il y a beaucoup de cas, au moins une dizaine que le ministère des Finances a étouffé dans l'œuf, a détecté avant MIDA. Et j'ai fait partie de la brigade qui a permis de détecter et les casser dans l'œuf. Donc si MIDA a réussi à passer entre les filons baillons, ne faut pas exposer l'État. Oui, mais c'est évident qu'il y a eu des complicités. J'en viens, non, attends que je termine. Il faut faire attention sur l'amalgame. Il faut faire la différence entre un fonctionnaire du ministère des Finances, par exemple, et le ministère des Finances. Si il réussit à mettre un fonctionnaire individu dans un deal, il ne faut pas qu'il prenne cet individu comme l'onction de l'État. Il faut vraiment faire la lumière de ce côté-là. J'ai quand même le privilège de travailler à côté de ces organes-là et je sais qui fait quoi, je sais ce qu'ils peuvent faire. Tout à l'heure, Leadership Academy n'a jamais eu d'agrément. Attendez. Mais justement, Duval, je voudrais que vous confirmiez aux téléspectateurs que dans mon passe-mètre qui est là devant moi, j'avais marqué Leadership Academy. Parce que je voulais effectivement en parler. Et là, j'ai la malchance ou la chance d'avoir un responsable de Leadership Academy à côté de moi qui m'explique des choses totalement irréalistes en ce qui me concerne. Il était évident que dans ce projet-là également, c'était un projet de l'arnaque et ça sentait l'arnaque du début jusqu'à la fin. Comment tu as pu mettre autant de temps pour pouvoir t'en apercevoir? Moi, plusieurs fois, les gens sont venus me consulter. Je leur ai dit, dans aucun pays au monde, on ne peut pas vous proposer des taux de 10% par mois. C'est pas possible. 20%, c'est pas par mois, c'est pas possible. Et je leur explique en plus, contrairement à ce que vous pensez, les taux d'intérêt sont plus élevés chez nous qu'ailleurs. On ne peut pas vous dire, on va vous prendre de l'argent, on va le fructifier en Suisse, ou, je sais pas moi, en Amérique centrale, et pour vous donner des bénéfices qui sont totalement irréalistes. Et j'ai dissuadé pas mal de gens. En plus, dans le mode opératoire, on vous dit, on vous convoque à une formation,
Et avant d'entrer dans la salle, il faut donner de l'argent. J'ai dit, mais attendez, si c'est une entreprise structurée, bien organisée, la formation, ça fait partie de ses objectifs pour avoir des commerciaux, des commerciaux à jour, de telle manière à pouvoir aller vendre des produits. Et là, il m'explique ils ont dû fonctionner pendant des années. J'avais des frères qui travaillaient là-dedans. Parmi l'un des responsables, je crois qu'il était directeur général adjoint, c'est un jeune frère du village. Qui a eu effectivement des problèmes dans ce cadre-là. Effectivement, entre-temps, le blanc s'était évadé. Mais je peux vous dire également, si dans cette histoire-là, la COBA n'a pas été condamnée, c'est que c'est à tort. Si le ministère des Finances, on ne lui a pas demandé aux responsables de l'époque des comptes, c'est à tort. Parce que sur le mode opératoire, sur le modèle économique qui était celui de Leadership Academy, quand vous expliquez à quelqu'un qui a visé comme moi, on sentait directement que là, il y avait un problème. Les taux d'intérêt qui étaient proposés par cette organisation-là étaient totalement des taux irréalistes et il ne fallait pas rester là pendant 6 mois pour pouvoir s'en rendre compte. Non, monsieur Maud, vous ne pouvez pas parler de la condamnation à COBA. La COBA n'est pas là pour faire la veille. Ce n'est pas le rôle de la COBA. La COBA est là pour contrôler les institutions agréées. Non, le leadership académique, je parle de leadership académique. Même le leadership pas agréé, n'était pas agréé. Je ne suis pas sûr que agréé. Je ne suis pas sûr. Attendez. Comme quoi? Comme banque? Je dois nuancer. Oui. Je crois que la COBAC intervient après. Voilà, intervient après. Après, c'est-à-dire qu'apparaît après l'histoire de leadership académique. En 2002. Mais au moins, il avait l'aval des ministères des Finances, et le ministère des Finances, là, dans ce cas-là, aurait dû tirer la sonnette dans la porte. Même l'aval, je prends avec des réserves. Même l'aval. Alors, je voudrais pour partir, ces exemples que nous avons pris, que ce soit le cas de Camerco, avec la nécessité de la recapitalisation, selon certains, ou que ce soit le cas de Mida, où l'État a été obligé d'injecter 1 milliard de francs CFA, ou beaucoup d'autres exemples, montrent effectivement à un moment donné qu'il y a de l'argent qui sort des caisses de l'État, qui est considéré, je veux dire, qui vient des contribuables et dont l'utilisation peut être sujet à polémique. Est-ce que cela peut justifier Jean-Aubert Ouafo, que le président de la République ait décidé récemment, à travers cet acte du 29 mai dernier, de réajuster le budget de l'État? Est-ce que cela veut dire est-ce qu'on peut considérer ce collectif comme rentrant dans une opération, j'ai failli dire, d'assagissement du Cameroun? D'abord, je viens de revenir juste 2 secondes. Dans tout ce que les gens ont dit ici, il y a comme l'impression qu'ils ont voulu dédouaner ceux qui nous gouvernent. Imaginez-vous, M. Dival Fangwa, que quelqu'un se place là au Carrefour Bonaparte, qui disent venez, apportez de l'argent, venez, le taux d'intérêt c'est de 600%, et puis tout le monde voit, on ne dit rien, l'État voit, il ne dit rien. Mais écoutez, ça veut dire qu'on est dans un État où les gens peuvent poser des actes et personne n'est responsable. C'est ça que c'est parce qu'on a dit. Alors, s'il y a bien, un responsable, je dis, madame, c'était différent. La MIDA, tel qu'on a expliqué après, la MIDA, puisque le citoyen lambda, il y a des gens de basse couche qui sont allés souscrire. Ça veut dire que l'information était jusqu'au citoyen lambda. C'est de ça qu'il est question. Mais comment l'État peut ne pas être au courant? Mais maintenant, non, écoutez, il ne faut pas faire dans la langue de bois. L'État, ça n'a pas de responsabilité. Je crois que c'est ce qui justifie peut-être qu'il a débloqué le milliard. On a débloqué donc le milliard de francs CFA. Encore qu'on ne sait pas combien on avait collecté, on ne sait pas. Bon, maintenant, l'argent, on prend ça où? Non, mais c'est vraiment connu. Non, je reviens dans la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'en prenant tous ces éléments-là, on peut présenter ça comme étant les raisons qui justifient que le président de la République, par exemple, ait pris cet acte d'ajustement budgétaire le 29 mai dernier? Est-ce que cette mesure de correction montre qu'on est en train de se remettre sur le droit chemin dans un État considéré comme dépensier? Non, l'État est dépensier, l'État est comme le dépensier. Parce que quand vous regardez les subventions et contributions que l'État accorde, n'est-ce pas, que ce soit aux organismes publics, ainsi qu'aux entreprises publiques, c'est énorme. Parce que on a pu dénombrer environ, l'État est actionnaire à 100% dans 29 entreprises publiques, oui, 29 à 100%, 100% dans 29 publiques, et l'État, dans ces entreprises publiques, injecte, donc c'est des investissements à fonds perdus. Parce que dans ces 29 entreprises-là, il y a autour de 3 entreprises qui réalisent des résultats nets positifs. Et le reste, c'est foireux.
Et c'est beaucoup d'argent. Et quand vous regardez ces 29 entreprises, ça représente, c'est le cadre du SDF qui parle. Je vous en prie. Social Democratic Fund. Je vous en prie. Allez-y. Pourquoi ça vous dérange quand je vous présente Parce des que chiffres? le modèle économique qui est le vôtre, c'est celui-là qu'on est en train d'appliquer en ce moment. Vous êtes allergique aux chiffres? Allez-y. Et puis je vais plus loin. Parce que quand on regarde ces 29 entreprises publiques, on va se demander où l'État prend de l'argent. Il y a des lignes budgétaires quand même un peu floues. Hein. Ça, il faut le savoir. Il y a, quand vous regardez par exemple, il y a des lignes budgétaires telles que les subventions, n'est-ce pas, et contributions, qui sont vraiment floues. Il y a le compte d'affectation spéciale qu'on débloque, les comptes dont on ne rend pas compte, et c'est des milliards de francs CFA. Bon, alors maintenant, quand vous dites que est-ce que l'État contrôle? Non, c'est des méthodes qui sont mises sur pied, n'est-ce pas, pour davantage siphonner de l'argent. Tant que les gens ne comprennent pas ça, parce que vous ne pouvez pas avoir un ministère du tourisme, par exemple, qui a un compte d'affectation spéciale, à part. C'est-à-dire, en dehors, par exemple, c'est-à-dire du budget du ministère du tourisme, ce n'est pas normal. Même au niveau de l'enseignement supérieur, dans plusieurs autres entreprises, dans plusieurs autres ministères, ça pose problème. Il faudrait une traçabilité. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas intérêt qu'il y ait une traçabilité. Monsieur Duval-Fangoua, je vais poser une question simple, parce qu'on est en train de, quand vous regardez le collectif budgétaire qui a été fait par le président de la République, dans son ordonnance, ça porte sur 361 milliards de francs CFA, c'est ça, n'est-ce pas? 361 milliards 361 et demi. Milliards de francs, 361 milliards et demi de francs CFA. Mais écoutez, monsieur Duval-Fangoua, mais moi j'ai bien envie de rire. J'ai bien envie de rire parce que quand on regarde la manière avec laquelle les fonds sont détournés dans ce pays, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, le rapport 2015 de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes est constituée de magistrats nommés par le président de la République. On ne peut pas dire que c'est des opposants. Comme il a l'habitude, quand il veut mettre un peu d'humour sur des plateaux de télévision, et notamment quand il est donc dépassé. C'est pour répondre à quelle question? C'est pour répondre à ceci. C'est pour répondre à ceci. Clairement. C'est que ce collectif budgétaire, il faut bien qu'on dise aux Camerounais, vous avez 121 milliards et demi qui seront apportés par des recettes sur fonds propres. Oui, et vous avez 240 milliards. Je le rappelle, et puis je ressens la question pour que je comprenne bien. L'acte du président de la République porte donc sur un collectif de 361 milliards et demi de francs CFA. Et sur les 361 milliards et demi de francs CFA, il y a 121 milliards de recettes propres. Oui. Ces 121 milliards de recettes propres portent essentiellement sur les recettes pétrolières à hauteur de 56 milliards de francs CFA et les recettes fiscales à hauteur de 24 milliards et demi de francs CFA. Tout à fait. Et à côté des 121 milliards de recettes propres, il y a bien sûr 240 milliards d'emprunts, donc 188 milliards d'emprunts extérieurs. Oui. La question donc que je pose, c'est, lorsqu'on regarde ce collectif, en regardant les nouvelles sources d'approvisionnement, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'on peut considérer que l'État est en train de corriger ces incohérences entre griffes en ce qui concerne le budget du Cameroun? Moi, je pense pour ma part que ce collectif budgétaire cache en réalité une chose. C'est que la dette de l'État est pratiquement devenue insoutenable. Oui. Parce que à 35%. Elle est à combien? Je suis désolé. Et là, effectivement, il faudrait qu'il y ait un grand soir de la dette au Cameroun. Parce que le ministère des Finances, les derniers chiffres qui sont annoncés, on parle de 6 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que ça représente environ 30% du PIB au Cameroun. Mais le ministère des Revenus et le ministère des Finances n'a pas démenti cette information. Lors de la dernière visite du ministre des Finances à Washington, on a fait état de ce que la dette du Cameroun... Écoutez, c'est important. Non, je vais revenir à vous. Parce que depuis que j'ai posé la question, j'ai pas l'impression. Donc, le temps que vous puissiez répondre, vous allez répondre à la question tout à l'heure. Je reviens à la question, parce que là, vous êtes en train de répondre à la question qu'ils ont posée, et non à ma question. Donc, je reviens à vous, oui, je reviens à vous tout à l'heure. Déjà, Samuel, lorsqu'on regarde, est-ce qu'on peut considérer que ce collectif budgétaire, oui, je veux dire, de votre point de vue, où se trouvent les origines, est-ce qu'il faut aller chercher dans les mesures de rigueur budgétaire qui, dit-on, ont été imposées
par le ministre des Finances, Paul Moutazé, qui par ailleurs a parlé de la maximisation, de l'optimisation des recouvrements fiscaux. Est-ce qu'il faut aller chercher là-dedans ou il faut aller voir dans la pression des institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale, qui, il faut le rappeler, a rendu public récemment un rapport dans lequel il montrait effectivement que l'État dépensait beaucoup d'argent pour rien, c'est pas exactement le mot qu'on a utilisé, mais c'est le mot que j'ai compris. On se souvient qu'il y a quelque temps, on parlait d'environ 2000 milliards de francs CFA qui étaient dépensés dans les missions et les séminaires. On a parlé également du carburant à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Est-ce que ce rapport de la Banque mondiale n'influence pas ces mesures qui viennent d'être prises par le président de la République pour réajuster le budget? Si je dis que ça n'influençait pas la politique gouvernementale, je vous mentirai. Et d'ailleurs, vous me prendrez également là aussi en gré pour pouvoir dire vous avez un gouvernement qui est totalement autiste. Effectivement, quand il y a des mesures qui viennent de l'extérieur, notamment quand ils sont de bons conseils, on essaie de les prendre en compte. Je voudrais répondre en 2 secondes à ce que Jean-Robert Wafo dit. L'État, effectivement, perd de l'argent en subventionnant un certain nombre d'entreprises. Pour un socialiste qu'il est, les socialistes sont plutôt pour le financement des entreprises, même quand ils ne sont pas dans le giron. Pas nécessairement. Je suis désolé. Attendez, mais c'est également pour vous dire... Vous avez une vision moyenâgeuse du socialisme. C'est également pour vous dire, voilà. Effectivement, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, nous ne sommes pas là aussi là pour démentir, non, il veut dire pour ne pas reconnaître les dysfonctionnements. Quand les dysfonctionnements existent, et on sait très bien qu'ils existent, c'est pour ça que le gouvernement est toujours en état de réajustement permanent. On essaie effectivement de tenir compte pour pouvoir essayer de les corriger. Est-ce qu'on n'arrive pas à les corriger dans les délais qui nous sont impartis par lui? Ça également, c'est à voir. Mais également, dans le cas de réajustement, vous allez voir là, il parle sous le regard et sous le contrôle d'un banquier, de 2 banquiers d'ailleurs. Vous voyez très bien que la naissance de la COBAC n'est pas anodine. Hein. C'est parce qu'on se rend compte que pour surveiller l'ensemble de ces États-là qui sont d'une sensibilité extrême, il faut une institution supranationale qui ne répond pas aux interférences politiques. Et donc, pour cette raison-là, on peut essayer de réajuster un certain nombre de choses. Maintenant, revenons au budget. C'est une très bonne nouvelle, monsieur Duval. Duval, c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Un budget, c'est un ensemble d'anticipations que l'on prend pour dire comment est-ce que l'État va fonctionner pour les 12 prochains mois. Et quand je vous dis que c'est un certain nombre d'anticipations, c'est basé très souvent sur des hypothèses de rentrée de fonds, mais également des dépenses qu'on se donne l'obligation de financer. Et si vous regardez très bien, lorsqu'on parle du budget d'une année, N, très souvent on a commencé à le préparer en N-1, 6 mois plus tôt. Et donc les anticipations que vous prenez pour l'année prochaine peuvent être démenties par un environnement qui est sans cesse mouvant. Et dans le cas d'espèce, les anticipations que vous les prenez avant de soumettre le budget au vote au mois de décembre, vous les arrêtez au mois de septembre de N-1. Vous pouvez comprendre que, étant entendu que lorsque faire un budget, ce n'est pas vous transformer en oracle pour pouvoir prédire de ce que sera demain, il peut arriver qu'il y ait des variations par rapport aux anticipations que vous avez dû prendre. Bien, alors ce qui se passe, et là, il va être très amusé de m'écouter, il y a un discours ambiant qui accourt au Cameroun aujourd'hui en disant que le Cameroun est fini, le Cameroun est foiré parce qu'on n'a pas pu gérer telle ou telle crise, et pour cette raison-là, l'économie va s'affaisser. Message par ailleurs porté par le GICAM, parce que le GICAM nous a fait un tralala sur l'ensemble des pertes que nous enregistrons du fait de la crise du Nord-Ouest. Je me suis demandé sur quelle base, sur quelle étude sérieuse ces gens-là sont basés pour pouvoir faire véhiculer. Mais le GICAM est une entreprise qui regroupe les patrons. Attendez, mais justement. Et ces patrons. Non, mais laissez-moi, vous l'avez laissé. Vous êtes en train de répondre à mes préoccupations, alors pourtant il n'a pas laissé du temps. Attendez, donc il se passe tout simplement que comme le gouvernement n'est pas autiste, cette fois-ci a cédé à la panique ou alors au discours plein de sinistros d'un certain nombre d'agents économiques, dont le GICAM notamment, et qui consiste à dire, comme ils ont dit que le monde des affaires c'est catastrophique en ce moment, il vaut mieux ne pas prévoir qu'on va engranger beaucoup d'argent en termes de recettes, notamment des recettes propres, dont les recettes fiscales. Patatras, ce qui arrive au mois de mars, lorsque les agents économiques commencent à quitter de leurs devoirs fiscaux, on se retrouve qu'on n'a plus de rentrée que prévu. Est-ce que vous avez suivi ça? Ce qui veut dire que la sinusure qu'on est en train de nous vendre depuis des années, elle n'a pas marché dans ce coup. On a plus de recettes que prévu. Et sur cette entrefaite-là, la Banque mondiale vient nous contrôler, le FMI, et se rend compte que vous avez engrangé plus de recettes que prévu. Il vous dit, mais oh là là,
Vous pouvez donc faire des efforts supplémentaires. Et compte tenu des contraintes de développement qui sont les vôtres, nous vous demandons de tenir compte du fait que vous avez eu beaucoup plus d'argent que nous avions prévu. Première chose. Deuxième chose est donc, vous allez augmenter votre capacité à pouvoir mobiliser les recettes. C'est une très bonne nouvelle. Et par la même occasion, il y a un certain nombre de dépenses d'urgence qu'il faut assumer. Vous allez les assumer. Troisième bonne nouvelle, Duval, on ne prête qu'aux riches. Quand M. Robert Wafo vous rabâche les idées sur lesquelles nous sommes en état surendetté, la Banque mondiale, le FMI, en période d'ajustement structurel, ne vient pas chez vous pour pouvoir vous dire, vous pouvoir emprunter tout azimut. La première réforme qu'ils font, c'est de dire vous maîtrisez vos dépenses. Et dans le cas d'espèces, vous voyez très bien qu'on nous demande de remonter un peu nos niveaux de dépenses de telle manière à pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins structurels. Deuxième chose, on trouve quand même des moyens à vous prêter de l'argent. Ce qui veut dire que même les institutions financières internationales... C'est ce que je voulais poser comme question. Attendez. Permettez qu'il finisse, s'il vous plaît. Vous laissez finir. Oui. Peu importe le taux ce sera le taux du marché. Peu importe le taux ce sera du marché. Si vous êtes considéré comme étant un pays à risque, la plupart des pays africains au sud du Sahara sont considérés comme des pays à risque. Vous n'allez pas emprunter au même taux que la France. Je suis désolé. Et donc, quand vous me demandez à quel taux, il n'y a pas un surplus marginal qui est lié notamment au fait que le Cameroun est un pays plus sensible que l'autre. Pour la petite histoire, quand vous parlez de taux, aujourd'hui, le Ghana s'enorgueillit en disant, j'ai vu des publications là-dessus, nous avons dit que le FMI et la Banque mondiale pour aller se faire voir ailleurs, nous allons emprunter par nos propres voies et nous allons être de ce fait-là indépendants. Ils empruntent à quel taux? À un taux nettement élevé. Le taux, malheureusement, nous sommes bien ou bien. Non, c'est pas le même contexte, monsieur. C'est le même exactement. Ce qui détermine le taux d'emprunt. Attendez. C'est le fond du débat. Peu importe le taux, si vous êtes en faillite, monsieur Kenyé, on ne vous prêtera pas de l'argent. Le taux, on prête le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui fait la différence. À un état où on prête de l'argent, le taux d'intérêt qui change. Vous me laissez terminer. Oui. Maintenant, effectivement, le taux est conditionné par un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le risque pays. Et ce risque pays, en ce qui concerne le Cameroun, il n'est pas plus dramatique qu'un autre pays sud-africain. Et donc, dans ce cadre-là, les taux que nous avons mobilisés, pour lesquels nous avons mobilisé sur le marché, c'est les taux pour lesquels nous faisons les mobilisations de manière générale. Alors, donc, avant de donner la parole à David, je voulais juste préciser à votre, peut-être pour la gouverne des téléspectateurs, que effectivement, on a entendu le président du GICAM au cours de l'une des dernières assemblées générales indiquer qu'il y a des difficultés avec des entreprises, notamment qui sont installées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et qu'il va falloir effectivement faire attention. Et en le disant, il y a des exemples, il y a des illustrations, il y a la CDC. Oui. On a entendu le directeur général de la CDC ici dresser le bilan catastrophique du fonctionnement de cette structure. Et vous voyez bien qu'il n'a pas été aussi catastrophique que cela. Non, je voulais juste apporter cet élément pour qu'on comprenne le cadre dans lequel est intervenu le président du GICAM en rapport avec les entreprises, le fonctionnement des entreprises. Oui. Sur la question. Oui, moi je pense que vraiment, si nous voulons vraiment aider les territoires à suivre, il faut qu'on sorte un peu du carcan politique. Mais je ne suis pas dans la politique. Non, je crois que non. Je viens de parler technique. Vraiment, honnêtement. Allez-y. Je prends l'exemple du GICAM. Je vais dans le centre du GICAM. GICAM a fait un rapport pertinent. Et j'en veux pour preuve. Je sors d'une mission dans les Bamboutos. Pour le compte d'un bailleur international. On fait une étude qui veut accompagner les éleveurs de poulets. Il y a des très gros éleveurs. Avant, jusqu'à l'éclatement de la crise, 60% des œufs et des poulets étaient vendus à des grossistes à Bamenda qui vendent au Nigeria. Mais depuis l'éclatement de la crise, ils ne vendent plus rien. Voilà un exemple. Vous l'avez dit que c'est catastrophique. Moi, ce n'est pas un rapport de GICAM, mais je sors de Bamboutos. Quand vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas répondu. Oui, bien sûr. Non, il va vous noter. Bon, deuxième chose, en rapport à votre question, vraiment, ce qu'on a fait comme la budgétaire, c'est un peu de l'empressement. C'est-à-dire que le budget n'a pas été mûrement réfléchi. Tenez par exemple, en 2015 seulement, les 12 entreprises publiques
ont englouti 41 milliards de déficit qu'il faut financer. Donc, allez emprunter à n'importe quel sur le marché. Quand vous maintenez dans votre portefeuille 12 entreprises qui en une année engloutissent 41 milliards de déficit qu'il faut combler avec l'impôt comptable cabinet, c'est un problème, on n'en sortira jamais. Maintenant, pour faire un lien avec le rapport budgétaire, je reconnais que par le concours de circonstances, il n'a pas été prévu dans les repos prévisionnels de la Banque mondiale et du FMI, on n'a pas prévu l'amélioration du taux du baril sur le marché mondial, mais subitement ça a grimpé. Ça nous a donné des recettes supplémentaires. C'est ça qui a contribué à 56 milliards. Très bien. Mais de l'autre côté, ce que M. Mod ne veut pas dire, c'est que parmi les ressources propres, il y a de nouveaux impôts. Ouais. Il y a de nouveaux impôts. Il y a recette fiscale, ce n'est pas seulement le recouvrement. Recette fiscale a deux volets. Oui. Il y a les efforts de recouvrement qu'on loue par rapport au travail du ministre Motaze, mais il y aura la pression fiscale. Non. Donc il y a des nouvelles taxes qui vont être envisagées. Non. Vous comprenez un peu? Non. Donc c'est ça. Et maintenant, troisième chose, l'emprunt obligataire. On le prend à combien? Oui, parce qu'on à parle... 5,5%. Parce que là, on parle de 240 milliards d'emprunts, dont 188 à 5,5%. extérieurs et le reste à alors que l'intérieur. les banques commerciales ne servent pas 3% d'intérêt. Vous comprenez? Donc on est en train de s'enorgueillir. Les ressources propres, ce n'est pas l'argent qu'on a cadeau. Qu'est-ce qu'il dit là? Je dis que l'emprunt obligataire, c'est à 5,5%. Ouais. Et les banques commerciales font à quel taux? À moins de 3%. Laquelle? À moins de 3%. Non, attendez, non, à moins de 3%. 2,5 à 3%. Le taux directeur de la BIAC est en combien? Je dis que c'est 2,5 à 3%. Bon, alors, M. Kenyela, je crois qu'on va se fâcher. Voilà, donc vraiment, ne dites pas des choses pareilles. C'est pour dire quoi? C'est pour arriver à la conclusion que c'est irréaliste. Vous avez dit que c'est l'empressement. Non, c'est pour dire que ce budget n'a pas été mûrement préparé. N'a pas été mûrement préparé. Et les autres poches de dépenses. Tenez par exemple dans votre élément, vous n'avez pas de subvention, si on va en parler, la surfacturation. Et ça, c'est autant de gouffres à sous. J'ai lu un document, un contrat, par exemple à la CAN, un contrat au départ, il est arrêté à 3,9 milliards. Le même contrat, pendant sa mise en œuvre, il y a des avenants, on se retrouve de 3,9 milliards à 26 milliards. Ce n'est pas vous qui le dites. Non, mais c'est pas autre chose, c'est autant de gouffres à sous qui vont permettre chaque fois à l'État de pouvoir réajuster à la hausse son budget. Si dans le budget, on a prévu 3,9 milliards et que pendant l'année, on se trouve pour la main départ à 26 milliards de francs, l'État s'est obligé de chercher ailleurs, gratter ailleurs. Et c'est les impôts je voulais indiquer effectivement que ce n'est pas vous qui le dites. Je parlais tout à l'heure de ce rapport dénommé Revue des dépenses publiques, aligner les dépenses publiques aux objectifs. La vision 2035, c'est le rapport de la Banque mondiale. Et dans ce rapport, on apprend qu'effectivement, par exemple, pour ce qui concerne les projets infrastructurels, puisque vous en parlez, il y a des projets comme le barrage hydroélectrique du même Velay, l'autoroute Douala-Yaoundé ou encore les logements sociaux qui coûte 2 à 6 fois plus cher que ce qu'on aurait dans d'autres pays. Et pour la Banque mondiale, on peut faire autrement. À côté de cela, il y a d'autres éléments. Je crois qu'ils ont donné un autre chiffre, 2000 milliards de francs CFA qui sont dépensés dans les missions, les séminaires et 42 milliards de primes. Est-ce que tous ces éléments-là, docteur Mongori... Et je vais ajouter un dernier point. 640 milliards de marchés de gré à gré. Vous imaginez un peu? De gré à gré listés. Et quand on sait que marché gré à gré, c'est un gouffre à commission. Alors, au moins avec ça, avec ce collectif-là, au moins, on commence à se remettre sur le bon chemin, docteur Mongori? Non. Oh, visiblement, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Je crois que aucun Camerounais ne serait d'accord qu'il y ait des surfacturations de cet ordre. En tout cas pas moi. Les marchés de gré à gré à ciel ouvert, c'est inacceptable si nous voulons aller loin. Et il y a beaucoup d'autres choses en fait qui ne sont toujours pas encore dans les vrais rails.
parce que nous voulons tous arriver quelque part. Nous ne pouvons pas cautionner ce qui n'est pas bon. Pour le moment, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, même comme, et il faut souvent le dire pour que les téléspectateurs le comprennent, même comme en Afrique subsaharienne aujourd'hui, le Cameroun reste peut-être la forme la plus aboutie de massification d'investissement d'infrastructures depuis 2010. C'est-à-dire que c'est l'un des rares pays qui s'est donné vraiment les moyens et qui a déployé des efforts pour poser le socle d'une industrialisation prometteuse. En ce sens, on peut dire bravo, mais naturellement, ces projets structurants auraient également pu être financés à des coûts beaucoup moindres. En ce sens, moi, je veux dire aux Camerounais surtout que ce que j'appelle camer pessimisme qui règne, on peut le comprendre, mais en fait, un pays ne décolle pas parce qu'il a fait des réformes. Il faut toujours le dire. Un pays décolle en général lorsque les conditions méga économiques se transforment positivement à son égard. Aucun pays ne s'est jamais levé parce qu'il a fait des réformes. Ni la Chine, ni les pays sud-est asiatiques, ni même le Japon avant. Généralement, c'est un contexte économique qui vous met en posture de décoller. Et pour le cas actuel, l'Afrique représente le quart des coûts de production de l'Asie. Donc, de manière obligée, les Asiatiques doivent délocaliser d'importantes capacités de production en direction de l'Afrique pour continuer à produire. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons que l'Asie, spécialement la Chine, met essentiellement des moyens, surtout au Cameroun, qui est quand même innervé par 4 corridors de transit, donc qui est le point de raccordement entre l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, l'Afrique sahélienne, et un pays qui a quand même beaucoup de ressources, qui en fait fonctionne nettement en deçà de ses potentialités normales, parce que sa position géographique à elle seule est à l'intime proximité des très grands marchés de demain, le Nigeria, la RDC et le Niger. Ça vous permet automatiquement de pouvoir carburer une fois que les barrières sont libérées, comme c'est le cas désormais avec la création d'une zone de libre-échange continentale. Donc vous avez en fait un potentiel qui vous permet, pas tout de suite, mais moi je dis autour de 2021, lorsqu'un certain nombre de barrages seront mis en service, de gagner beaucoup d'argent. Et si vous avez le réflexe d'activer véritablement le câble à fibre optique que vous poserez, qui est quand même doté d'une capacité importante, je crois que c'est 2 terabits, dont à peu près 400 fois la puissance installée actuelle que nous utilisons. C'est un outil qui améliore forcément la gouvernance, qui améliore la productivité, qui améliore le commerce. Mais ça c'est l'esprit de la vision 2035. Parce qu'effectivement, lorsque le document de stratégie pour la croissance et l'emploi a été arrêté, il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient contenus là-dedans. Je veux dire, dans les objectifs, on disait effectivement qu'il s'agissait de transformer le Cameroun en un pays industrialisé, à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, avec un faible taux de pauvreté, une forte croissance et puis une démocratie consolidée. Et la première phase doit s'achever en 2020. Il y a un certain nombre d'objectifs qui étaient indiqués, assignés dans cette première phase-là, notamment la croissance annuelle, le PIB qui devait passer à 5,5. Il fallait réduire le taux de sous-emploi à moins de 50%. Au moment où on l'adoptait, il était à 78%. Et il faut également baisser le taux de pauvreté monétaire de 39 à 28.
Ça, c'est pour le projet sur la vision 2035. Maintenant, là, il n'y a pas de débat. Je crois que tout le monde est d'accord. Même si il y a d'autres... il peut y avoir des polémiques autour de ces choix-là. Parce que sur la question des barrages, par exemple, les gens estimaient qu'on pouvait commencer par les micro-barrages et régler un certain nombre de choses avant d'attaquer les grandes infrastructures. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais au moins, sur cet esprit-là, je crois que tout le monde est d'accord. La question, maintenant, c'est sur la manière de financer cela. Et le rapport de la Banque mondiale dit que ça coûte 2 à 6 fois plus cher que ce qu'on met dans les autres trucs. Est-ce que les mesures que nous sommes en train de prendre en ce moment peuvent permettre de réduire ces coûts-là, donc de rattraper le retard qu'on a pris et d'avancer un peu plus rapidement dans la réalisation de ces infrastructures? Je regrette, mais je suis de ceux qui n'aiment pas entendre parler de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire international, parce que c'est des grands hypocrites qui n'ont aucune leçon à donner à nous, autres pays, à mon avis. C'est des pays qui font le tour du monde pour dire qu'il faut mieux gouverner. Mais mieux gouverner, quels sont les pays les plus passablement gouvernés du monde? Mais c'est les pays du Nord, avec des taux d'endettement à n'en plus finir. L'Italie est à 140%, la France peut-être à 200%. Attendez. Oui, et ici, lorsqu'on arrive, comme c'est le cas, à 35%, on commence à crier. Moi, je dis ceci, nous faisons vraiment beaucoup d'efforts. Un pays qui est étouffé par la zone franc, du fait même que ce pays doit déposer 50% des réserves de change là-bas, et ces institutions ne lèvent pas le petit doigt pour dire ceci ou cela. C'est un exploit. C'est un exploit. Je crois que nos pays sont peut-être beaucoup mieux gouvernés que ces pays-là. Moi, je sais que même au niveau des encours de crédit qui sont accordés, c'est comme un complot contre la CEMAC d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à moins de 20% du PIB. Les crédits accordés, ça n'existe nulle part dans la planète. En Afrique de l'Ouest, on est à 45%. Partout. En Europe, on est à 100%, à 200%. Donc, ces institutions-là, moi, je n'aime pas entendre parler d'elles parce que, en plus, elles nous ont appauvris ici. Ils ont mis en place des programmes d'ajustement structurel qui n'ont jamais marché. 6 programmes, l'un après l'autre, qui nous ont enterrés, ont ralenti la croissance, ont désindustrialisé tout. Ces gens n'ont pas des leçons à donner. Alors j'imagine Jean-Robert Wafo en train d'indiquer qu'on peut bien accuser les institutions financières internationales d'imposer des modèles économiques aux États, mais que si dans ces États-là on était un peu plus rigoureux, un peu plus sérieux, certainement qu'on aurait des résultats différents. Jean-Robert Wafo, je me trompe? Non, mais vous ne vous trompez pas. Quand on prend le cas du Cameroun, regardez, n'est-ce pas, cette ordonnance budgétaire fait ressortir les dépenses de personnel de près de l'ordre de 26 milliards de francs CFA. Oui, sur les économies à réaliser. Les économies à réaliser, c'est les dépenses du personnel, moins 26 milliards de francs CFA. Bon, vous savez très bien que ça fait des années, ça fait plus d'une dizaine d'années, que le SDF avait demandé qu'on essaie de voir ce qui se passe exactement au niveau du fichier solde de l'État. Et à l'époque, il était clair que, je me souviens qu'en 2006, répondant à une question d'un journaliste, lors d'une conférence de presse, le ministre des Finances à l'époque, M. Polycarpe Abba, avait révélé, il faut le dire aux Camerounais, qu'à mi-parcours de l'assainissement du fichier solde de l'État, la masse avait été passée de 36 milliards à 28 milliards de francs CFA. M. Abba est là, il nous écoute. Ça faisait un gap de 8 milliards de francs CFA. Mais écoutez, ça fait 8 milliards de francs CFA. Et les députés du SDF, que ce soit l'honorable Joseph Badam ou l'honorable Jean-Michel Nicho, ils ont posé la question, n'est-ce pas, et au ministre Ababa, et au ministre, celui qui est parti là. Alors, on vous a donné, ça veut dire donc voilà des premiers économies. Maintenant, je vais parler de... Laissez-moi le temps de parler. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ce gouvernement n'est pas autiste comme... Non, mais écoutez, quand on dit n'est pas autiste, ce gouvernement est autiste. Où est passée, par exemple, la caisse de dépôt et de consignation, c'est où? La loi date de 2008. Pourquoi on n'est pas ça sur pied? Les experts les plus modestes parlent de 6 000 milliards de pertes en 30 ans. Et ceux les plus sévères parlent de 9 000 milliards de francs CFA. Perdus, c'est où?
Pourquoi on refuse donc de mettre sur pied la caisse de dépôt et de consignation? Mais allez donc demander pourquoi. L'argent se balade là, on ne sait pas trop. Quand vous allez, par exemple, payer une consignation là, en justice, mais l'argent se balade, monsieur. Quand vous allez payer aussi une consignation, qu'est-ce qu'on vous donne? Une quittance? Non. Bon, voilà. Donc, je voulais dire ceci. Pour les dépenses de personnel, et je vais nous sur le rapport de la Chambre des comptes. Je vais sur le rapport de la Chambre des comptes. Parce que les gens ont laissé ça passer. Et je dis, c'est extrêmement important. Le rapport 2015 de la Chambre des comptes dit quoi? Le budget de fonctionnement de l'État en 2015 a fait l'objet d'un détournement par la suite des marchés de gré à gré de 40%. C'est inscrit dans le rapport de la Chambre des comptes pour le compte d'exercice 2015. Ce budget de fonctionnement, c'est de 2315 milliards. Ça veut dire 840 milliards de francs ont été détournés au seul titre de cet exercice. Jusqu'aujourd'hui, les députés ont interpellé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien fait du tout. Maintenant, je vais revenir, n'est-ce pas, à cette ordonnance du président de la République. Vous savez, quand un gouvernement finance son déficit budgétaire, non pas par les ressources propres, mais plutôt par des emprunts, ce gouvernement crée un passif qu'on appelle la dette publique. On est au moins d'accord. Bon, maintenant, quand vous regardez la structuration des recettes, globalement, c'est de 361 milliards de francs CFA. Mais c'est donc reparti comment? Cette augmentation. On aura des recettes propres qui vont grimper de 121 milliards et demi, pendant que les emprunts et dons vont grimper vont augmenter de 240 milliards de francs CFA. Mais ça veut dire déjà qu'on creuse ce déficit. On creuse ce déficit. Il n'y a rien à faire. Parce que quand cette recette propre, avant cette ordonnance, les recettes propres, n'est-ce pas, de l'État étaient de 3 608 milliards de francs CFA. Ça représentait 74%. Maintenant, c'est pratiquement 3 730 milliards de francs CFA. Ça a baissé, ça représente 71% seulement du nouveau budget. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous regardez les emprunts et dons, avant cette ordonnance, c'était de 1242 milliards de francs CFA. Ça ne représente que 25%. N'est-ce pas, de ce budget. Maintenant, ces emprunts ont grimpé à 1182 milliards de francs CFA, 1482, mais pour ça représente 28% des 5212 milliards de francs CFA. Donc les emprunts et dons ont grimpé. Ça veut dire que le déficit public va davantage augmenter. Et puis, il y a également une chose. Prenons les recettes propres. Vous avez parlé dans des recettes propres. Vous avez essayé de faire... vous avez fait référence au GICAM. Oui, le GICAM a raison. Parce que quand vous regardez les recettes propres, elles se décomposent comment? 56 milliards de recettes fiscales et 24 milliards de recettes fiscales. Voilà, ça c'est l'augmentation. Oui, c'est l'augmentation. Ça c'est l'augmentation. Ça c'est l'augmentation. Parce que les recettes, ils disent qu'il y a une augmentation de 56 milliards. Vous avez expliqué qu'il y a le baril de pétrole qui a donc augmenté. Mais il faut préciser que cette augmentation, que cette ordonnance survient avant l'incendie de la Sonara. L'incendie malheureux. Ah mais oui, mais écoutez, il faudrait bien qu'on essaie de nous dire... Je parle sous le contrôle de monsieur Edimo. Non, vous allez développer ça. S'il vous plaît, vous allez développer. Je vais répondre d'abord sur le déficit. 15 minutes. Il répond sur le déficit et puis vous revenez sur la question. Alors sur la question du déficit, vous l'Assemblée n'est pas d'accord avec lui. Ben, je ne suis jamais d'accord quand il faut commencer à parler des choses qui ne concernent pas en plus. Y compris ce que M. Kenya a dit tout à l'heure. Je vous confirme, lorsqu'on fait un budget, on le fait sur la base des hypothèses, en fonction de l'évolution de l'environnement économique et social. Oui. Ces hypothèses-là peuvent être remises en cause. Là, ce qui peut justifier des correctifs. Ça peut justifier des correctifs. Là, quand vous faites un budget, on ne demande pas de devenir un sorcier pour pouvoir dire aux francs, voilà là où nous serons l'année prochaine. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là également, je crois que vous êtes devenu en rescousse pour pouvoir dire, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Oui, le rapport du GICAM sur l'évaluation des conséquences de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a été pour le moins pessimiste et a amené à ce qu'on fasse un certain nombre de prévisions qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et vous dites tout simplement que la réalité, après, a démenti puisqu'il y a eu plus de rentrée d'argent que prévu. Et sur cette base-là, le FMI a dit vous pouvez mieux faire. Effectivement, ça demande aujourd'hui, ça donne une responsabilité supplémentaire, notamment à la direction générale des impôts,
Mais cette responsabilité supplémentaire ne s'accompagnera pas, contrairement à ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Pourquoi donc par une pression on fiscale, augmente les emprunts et donc 240 millions Vous pression pas cette pression fiscale. fiscale, là, vous voyez pas. Je veux Parce qu'il n'y a pas de nouveaux impôts. La deuxième chose également, uniquement de 121 la deuxième chose également, de temps en temps, c'est moi quand je parle aussi. La deuxième chose également que je voulais souligner, quand on parle d'un certain nombre de choses, il faut être sûr qu'on en a la maîtrise. Je vous ai parlé du cas du Ghana tout à l'heure. Le Ghana dit, tu ne veux pas subir le pouvoir très contraignant des institutions financières internationales. À cela, il me semble qu'il a un allié à côté de moi. Mais il dit, je peux par mes propres moyens emprunter de l'argent. Et il va chercher des eurobonds. Monsieur Maud, Le taux des eurobonds, le coût des taux d'emprunt des eurobonds pour le Ghana, pays pour lequel nous sommes pleins d'admiration, c'est 7,9 points. Donc, quand je dis effectivement que lorsqu'on vous prête de l'argent, on tient compte d'un risque, on tiendra compte du risque. Première chose. La troisième chose également, il y a des mauvais emprunts, il y a de bons emprunts. Un emprunt qui vous permet d'améliorer, de densifier votre réseau de production, qui anticipe un emprunt de qualité. C'est un investissement sur long terme. Vous n'allez pas dire qu'il faudra que j'attende qu'il vende le prochain sac de cacao pour que je puisse le faire. Vous empruntez en sachant que c'est porteur d'un potentiel économique vous concernant. Et dans le cas d'espèce, il vous précise bien. C'est pas le RDPC qui parle, c'est l'expert comptable. Mais puisqu'il semble me dénier cette qualité-là, c'est ce qu'il vient de vous dire. Non, personne ne vous l'a dénié. C'est ça qui. Personne ne vous dénie, mais c'est ce qu'il vous a dit tout à l'heure. En ce qui concerne, il considère, sauf que le Cameroun est dans cette prudence absolue. Moi, je n'ai même pas ça dans le carcan de la pression. Des emprunts et dons. Je ne mets pas ça dans le carcan des pressions internationales. Nous voulons être raisonnables pour pouvoir être sûrs que les prochains pas que nous allons marquer, nous allons les marquer avec assurance. Et dans le cas d'espèce, nous avons encore une marge suffisante pour pouvoir continuer à emprunter. Parce que dans un pays comme le nôtre qui a un potentiel économique qu'ils veulent nous dénier, ici, être à 35% du PIB, parce que lui semble dire effectivement... Ça, c'est ce que vous dites. C'est 35% du produit intérieur brut. Il faudra que le ministère des Finances... On va tous parler comme ça. Se situe la dette. On peut pas faire l'émission comme ça. Si vous parlez tous en même temps, on arrête l'émission. C'est 35%, donc c'est un taux relativement... Ou alors, même pas relativement... Il est bon. Maintenant qu'on revient sur notre capacité à faire des investissements de qualité au moindre coût, oui, ça, on peut débattre. Effectivement, on peut débattre. C'est un point d'interrogation, mais là également, vous savez, j'ai aussi pendant longtemps, je continue à travailler avec les institutions internationales. Je sais comment les cadres de la Banque mondiale fonctionnent. Au même titre que je vous ai dit tout à l'heure, je pose un point d'interrogation sur l'évaluation du GICAM en ce qui concerne les conséquences économiques de la crise. Mais c'est les patrons d'entreprise qui parlent. Oh, mais attendez. Les chefs d'entreprise disent qu'ils ont... Vous avez en face de vous, M. Dibal Fangwa, vous l'avez oublié, vous avez en face de vous un patron qui de plus a pour mission effectivement de faire des évaluations. Et je vous dis tout simplement, les chiffres, on peut vous les sortir comme on veut. Il y a un premier de matière qui est tombé au mois de mars. Nous avons eu plus de recettes fiscales que prévu. Mais en ce qui concerne également cette histoire-là de dire, très souvent, vous faites des équipements qui sont peut-être de qualité relative, mais en plus, on coûte plus cher. Là, il faut également les citer dans leur contexte. Et en matière d'analyse, les cadres de la Banque mondiale, généralement, quand ils viennent ici, ils viennent à l'hôtel. Ils ne viennent pas là pour faire des... il faut avoir des on va sortir l'émission. Sur la question de la Sonara. Il semble que vous avez semblé indiquer à qui tout à l'heure la tête sur le développement fait par Jean-Robert Offo. C'est un élément qu'on n'a pas pris en compte et qui peut être important dans l'évolution de la situation économique. Ça, ce qui est sûr, c'est que la crise avec la Sonara, la situation que Sonara qui a été déclarée force majeure, ça c'est le niveau le plus élevé des incidents. Et cela va de soi parce que les îles ont été arrêtés. S'il te plaît. Permettez qu'il parle. L'impact va se ressentir au moins sur un an. Moi, j'ai quand même le temps en temps de me renseigner auprès des responsables de haut niveau auprès des marketeurs. Et on aura importé le carburant, ça a coûté cher. Et puisque le gouvernement a l'obligation morale de subvenir au bien-être des Camerounais, il va continuer à
subventionner le carburant. Non. Il va commencer à Non, subventionner non. le carburant. Là, vous êtes encore allé en terrain inconnu. Non, s'il te Totalement en plaît, terrain s'il inconnu. te plaît, s'il te plaît, Finissez. s'il te plaît, laisse-moi terminer. On va terminer. Expliquez. Nous avons ce carburant, et non seulement ça, même dans ce budget-ci là, il y a une bonne partie qui est prévue pour subventionner le carburant. Dans ce raison budgétaire, il y a une partie qui est prévue pour subventionner le carburant, monsieur. Allez décortiquer ça très bien. Alors, je termine pour dire une chose. Tout à l'heure, monsieur Mott, quand je parle de 35%, pour moi, c'est en situation normale, c'est très bon. Mais moi, ce n'est pas un indicateur pour moi. L'essentiel pour moi, ce n'est pas le PIB par rapport à la dette. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette. Il y a des grands pays comme le Japon. Il y a peut-être 3 ou 4 ans, le Japon est le pays le plus endetté au monde. 200% du PIB. 200%. Mais ça ne se ressent pas. Lorsque vous empruntez, quel que soit le niveau d'endettement, lorsque cet endettement est bien utilisé, ça ne se ressent pas. Le problème, c'est quand on s'endette pour le mauvais endettement. Un mauvais endettement. Okay. Ça, c'est de deux. Je termine par rapport à la conversation, monsieur, du docteur. Il a dit tantôt que le niveau de crédit est bas en Afrique centrale et au Cameroun en particulier. C'est tout à fait normal. C'est pas par manque de projets. Il y a de bons projets. Le niveau d'endettement de ton fonds de crédit est bas simplement parce que les banques ont les ressources, les banques sont liquides, mais les PME camerounaises ne remboursent pas. Sur les 20%, au moins les 80% sont empruntés au budget national. Les PME ne remboursent pas, elles ne remboursent pas. Le taux de sinistre dans les banques, c'est autour de 25%, c'est très grave, monsieur. Alors, vous avez semblé répondre sur la Sonara pour qu'on sorte d'émission. Non, pour qu'on sorte là également, il retourne de dire de tout et n'importe quoi. Il veut dire son histoire de tout à l'heure. Non, monsieur, sois un peu modéré, oui, bon, pas n'importe quoi quand même. Je m'en excuse. Voilà, je m'en excuse. Je crois que les mots sont partis très vite. Mais tu veux dire, le tralala qui me fait, c'est l'histoire des œufs qui sont invendus. Effectivement, c'est invendu. Ça a une conséquence, certainement, au moins pour l'exploitation, mais également pour les familles qui y travaillent. Mais savoir pouvoir dire la conséquence économique que ça peut avoir sur la croissance, c'est également une autre paire de manches. Là, quand il me prend également sur les problèmes de pétrole. Je connais la structure des prix du pétrole. Effectivement, nous devons accuser un sinistre important qui va certainement demander des ressources supplémentaires. Ouais. Maintenant, reste à savoir, est-ce que c'est l'État qui va les financer ou bien la Sonara elle-même. Et voilà, l'assurance également qui va venir en aide, mais également la Sonara avec ses moyens propres également pourra endetter. Donc c'est une dette qui ne passera pas nécessairement par l'assurance. Attendez, par contre, là également, c'est un secteur que je connais. Mes premiers pas en tant que salarié ont commencé à me voilà. Il a prononcé le nom, donc c'est un secteur que je connais. Mais ce que je voulais vous rassurer, il y a pratiquement plus de subventions dans les produits pétroliers au Cameroun. Le seul produit encore qui faisait l'objet de subventions, c'était le pétrole. Mais pour les autres, le super, le gazoil, le jet, il n'y a plus de subventions. Donc, ce n'est pas parce qu'on a perdu une usine qui va être en arrêt pendant un moment que nécessairement ça va coûter de l'argent aux contribuables. Il faut arrêter avec cette institution-là qui fait que quand on fait des projections budgétaires, on ne peut pas avoir de bonnes informations. Mais Samuel, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sûr, M. Mott. Lisez le détail des ressources budgétaires. Une partie des recettes va permettre de financer la subvention des élections, la subvention du carburant. Lisez très bien ces détails-là. Alors, je vous dis, ce qui est subventionné, je le répète, c'est le pétrole qui est, mais c'est pas le carburant. Qui est considéré comme un produit. C'est pas le carburant. Le seul produit qui est encore que la consommation du pétrole aujourd'hui a quand même beaucoup baissé. D'accord. Et donc, le seul produit qui est financé, c'est celui-là, mais il n'est pas financé parce qu'on l'aura acheté à l'extérieur. Et pour vous, les conséquences, le non, ils sont pas. Je voudrais quand même rappeler, parce que là également, vous savez très bien, nous sommes dans des forums. Apparemment, tout le monde veut dire totalement, actuellement les forums. Moi, je peux me permettre de dire les forums. Dans les forums, lorsque cet incident, on commençait à dire les prix vont grimper à la pompe. Vous allez bien voir que rien ne va bouger, tout simplement parce que c'est un secteur qui est bien organisé et il n'y aura pas non plus de rupture d'approvisionnement. Je voudrais quand même rappeler qu'en 2010, il y a eu une opération qui a été lancée d'extension et de modernisation de cette structure-là qui devait permettre de faire passer la production de 2,2 millions de tonnes par an à 3,5 millions. On commence à rendre opérationnelle cette phase-là. Et je crois mais avec l'incendie là.
Non, mais effectivement, le problème, c'est que les deux usines sont interconnectées. Et donc, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est pour ça qu'il faudra effectivement attendre le On va s'arrêter là pour ce mercredi. On va s'arrêter, malheureusement, l'émission est terminée, malheureusement. On va remettre ça une autre fois. Infiniment merci d'être venu. David Kenyé, infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Et merci également à vous, docteur Edimo Mongori. Jean-Aubert Wafo, merci d'être venu. Merci à vous également, Samuel Mout. Je vous remercie. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.